Bon, je pense qu'on est pas mal complet. Bonjour Francis. On va tranquillement pouvoir commencer. Sophie Michel, donc bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur la créativité technologique et l'innovation artistique. Comment est-ce possible? Donc je vais rapidement laisser vous présenter si vous voulez, Sophie et Michel, et puis ensuite je vais pouvoir introduire le sujet. Allez-y. Donc, ben voilà, donc Sophie Morin. Je suis chargée de cours à la Polytechnique. J'enseigne la créativité. J'ai fait un doctorat sur l'enseignement de la créativité. Donc, c'est ça qui m'a amenée sur cette piste de recherche et d'enseignement-là. Et c'est à ce titre que j'ai collaboré avec Technologia pour créer une formation qui tente de mieux comprendre pour aider les participants à développer de manière, je vais me lancer, cognitive et pratique, leur compréhension et leur développement de leur créativité. Donc, on va essayer dans ce cours-là de dégonfler, de défaire la grande bulle qui est la créativité pour essayer, quand on la comprend mieux, de mieux pouvoir la développer, donc la pratiquer et de faire des liens, bien sûr, avec toutes les différentes sphères de notre vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Et donc, voilà, c'est un peu ça mon travail et ce que je fais avec l'équipe de Technologia. Eh bien, mon nom est Michel Filion. J'entends Sophie, puis j'ai l'impression que je suis le comptable de la place, moi. Alors, dans l'innovation, ce qu'il faut faire, c'est de prendre en main notre créativité, puis la modéliser, la séparer en petits bouts, puis en faire le suivi. Alors, avec Technologia, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de me mettre à risque. Je suis étudiant au doctorat, je suis un vieil étudiant, peut-être le plus vieux au Québec au doctorat, je ne sais pas. C'est mon deuxième doctorat. Le premier portait sur la capacité de prendre des décisions. Celui-ci porte sur l'innovation et la politique publique pour favoriser l'innovation. Puis là, ben, je me suis dit, je vais me mettre en danger, je vais m'obliger à parler à des organisations qui veulent innover. Alors, non seulement j'ai travaillé la politique publique, mais je vais connaître depuis les racines l'innovation et les préoccupations de ceux qui innovent. Alors, bien sûr, j'ai quelques lectures. Alors, c'est ce qu'on a à vous offrir, puis c'est le partage que je compte faire avec vous. Et Michel, je tiens à spécifier qu'il ne faut pas oublier que je suis quand même ingénieur industriel. Donc, j'ai quand même mon petit côté comptable, moi aussi, là. Hein? Un petit peu square. C'est ça. Ben, merci à vous deux. Donc, ben, je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors voilà, pour préparer ce webinaire, on est parti avec Sophie et Michel du postulat que dans l'inconscient collectif, la créativité et l'innovation sont souvent deux concepts distincts, parfois aux antipodes, parfois synonymes, que la créativité est souvent associée au domaine artistique et que l'innovation au domaine technologique. Alors pourquoi ces clichés perdurent? C'est ce qu'on va tenter de répondre aussi pendant le webinaire. Je vais vous partager aux participants un lien afin de pouvoir remplir un nuage de mots et nous dire quel serait en un seul mot le lien entre créativité et innovation. Donc, je vais vous glisser un lien dans le chat et je vais vous laisser, on va vous laisser quelques minutes pour pouvoir placer votre mot et nous dire, nous donner finalement votre avis sur la question. Donc, en un seul mot, quel serait le lien entre créativité et innovation? Il se peut que vous ayez besoin d'un code d'accès, alors je vous le glisse également dans le chat au cas où. Et puis Michel, Sophie, vous, quel serait pour vous le lien entre créativité et innovation? Ben déjà, je vous rassure, nombreuses personnes qui tentent actuellement de trouver un mot entre créativité et innovation. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas la question. C'est une question plus qu'à 2 $. Donc, probablement qu'à chaque fois qu'on va me poser la question, je vais peut-être changer de mot. Mais le mot que j'ai écrit quand on a préparé l'atelier, c'est le mot nourrir. Donc, pourquoi le mot nourrir? Ben, parce que la créativité va aller nourrir l'innovation. Donc, l'innovation va se nourrir de la créativité. Donc, je trouvais que c'était un mot qui avait les deux sens qui étaient inclus. Et
la créativité vient dans tout le parcours de l'innovation, que ce soit au départ, au milieu, à la fin, et elle ne vient pas qu'en conception, elle vient à des niveaux, on parlait tantôt d'ingénierie comme ça, c'est effectivement le cliché qu'on connaît, qu'on aime bien, mais que ce soit au niveau du design, mais que ce soit au niveau du processus, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau de plein d'autres choses, l'innovation et donc potentiellement la créativité peuvent surgir. Et donc, le mot nourrir me semblait à ce moment-là adéquat. Malgré toute cette élégance, Sophie se place en amont. Elle est à la source et elle nous abreuve. Hein? La créativité viendrait nous abreuver. Je fais une blague, là, ça va bien. Hein? Et je suis tout à fait d'accord. Puis si je reviens avec mon mot, moi, j'ai mis le mot défi. Pourquoi défi? Parce que c'est tellement difficile d'innover. D'abord, de produire une innovation qui ira jusqu'au marché, c'est une première difficulté. Puis deuxième difficulté, c'est de créer des organisations innovantes. Alors, et le lien entre les deux, créativité et innovation, c'est parce que c'est aussi difficile de créer, de mettre en mouvement sa propre créativité, parce qu'on a plein de barrières dans notre tête, que de suivre un processus à partir de la créativité et de cette alimentation à plusieurs endroits de la créativité, de suivre ce processus pour s'assurer que ce soit un succès dans le marché des biens et services, des idées, auprès des bénéficiaires, si vous êtes Hydro-Québec ou le gouvernement du Québec. Je pense que tantôt, on avait même la petite discussion de est-ce qu'on peut... La créativité sans innovation, définitivement, elle se peut, étant donné le caractère assez spécifique de l'innovation qui est dans la commercialisation ou l'acceptation publique d'une nouvelle idée ou d'un nouveau produit ou X, Y, Z. Est-ce que, là, c'est la première colle en partant, c'est sûr, est-ce que l'innovation, est-ce que c'est possible d'innover sans être créatif? Est-ce que c'est quelque chose qui est une définition possible? Je me lance, si tu me permets, Sophie, avant qu'on retrouve les mots de nos amis, de ceux qui nous écoutent. En fait, il y a deux innovations, puis là, il y a un débat autour de qu'est-ce que l'innovation. On va utiliser la définition de l'OCDE. L'innovation, c'est un nouveau produit, un nouveau service ou un service amélioré de façon significative qu'on réussit à mettre en marché ou qu'on réussit à offrir à un public utilisateur. Vous voyez que je mets plusieurs éléments là. C'est un produit, c'est un service. C'est nouveau ou c'est amélioré et c'est auprès du marché ou auprès d'un public utilisateur comprenant que ça peut être des étudiants à l'université. Ça, c'est ce qu'est l'innovation. L'innovation, puis là, je vais prendre une minute. L'innovation, ça peut être du rattrapage sur ce que les autres ont déjà fait. Puis là, il y a un débat d'école, là. Mais vraiment, le dépanneur qui décide de se mettre en ligne puis qu'on peut faire des commandes sur le cellulaire, la technologie cellulaire existe déjà. On peut faire déjà des commandes par le téléphone, en mobile. Ça existe déjà chez IGA, mais que le dépanneur du coin décide de le faire, pour lui, c'est une innovation. Alors, la dose de créativité va être différente si je suis en train de faire une innovation de rupture. J'invente l'électricité. J'invente le iPod, hein? On est dans la rupture, on change le format de faire, la façon de faire, pardon. Alors, dans ce cas-là, la dose de créativité sera beaucoup plus élevée. Dans l'autre cas où je fais du rattrapage technologique, bien, la dose de créativité pourrait être moindre. Ceci dit, il ne faut pas la réduire parce que pour chacun des gestes à poser à l'intérieur de l'organisation, il faut être créatif parce que ce n'est pas certain que ma commis au dépanneur, elle va être prête ou mon commis va être prêt à adhérer, à intégrer cette innovation. Puis en fait, je t'ouvrais la porte pour ta définition, mais ça ouvre la porte pour peut-être la mienne parce que je pense qu'en commençant, c'est important que les gens nous suivent dans notre perception de ce que c'est soit l'innovation, soit la créativité, ce qui en fait représente, dans le fond, un de nos principaux défis à toi et à moi, c'est-à-dire que tout le monde a une définition. Tout le monde pense savoir ce que c'est l'innovation et la créativité parce que c'est comme du domaine commun d'utiliser ces mots-là à plein de sens différents. On a juste à penser aux publicités de voitures qu'on écoute à la télé, là. Si on devrait les écouter
tout est une innovation spectaculaire. Donc, il y a quelque chose à avoir là-dedans. Donc, la définition de la créativité sur laquelle je me base, c'est une définition que j'ai concoctée en mettant ensemble plusieurs éléments de définition de la littérature scientifique à propos de la créativité. Donc, une première partie qui a rapport avec le produit, c'est-à-dire que la créativité, c'est la production d'un artefact original, nouveau et utile. La deuxième partie qui est sur le besoin, donc qui répond à un besoin identifiable. Et la dernière partie, en recombinant des notions déjà intégrées. Donc, là, on a aussi la partie, donc ça, c'est la partie processus. Donc là, on a ce que tu disais tantôt par rapport à incrémental plus que de rupture. Donc, nous, en créativité, on va parler de Big C versus Small C, c'est-à-dire que le Big C étant ce dont tu parlais, donc la découverte de l'ADN, la théorie de la relativité, les changements de paradigme, alors que le Small C, ça, c'est les deux grandes catégories. Les gens en ont fait plein d'autres, évidemment, mais c'est un peu la base de la définition sur laquelle on va faire notre réflexion de créativité. Fort intéressant. Vraiment. Je vous propose effectivement qu'on aille faire un petit tour sur le nuage de mots des gens, parce que c'est pas mal intéressant aussi ce qui s'y passe. Donc là, on voit que idée, originalité, ingéniosité, ça revient pas mal. Donc, est-ce que vous voulez commenter un petit peu ces mots-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît logique finalement? Nous, on ne le voit pas. Est-ce que... Est-ce que tu me permets, Sophie? Ah, et on va le partager. Merci. Très bien. Ah, super. OK, parfait. Excellent. Oui, bien sûr. Vas-y, Michel. Bien, je me lance parce que le mot idée m'occupe. Et puis, bien sûr, j'imagine que Sophie va rebondir là-dessus parce que quand on imagine l'innovation puis la place de la créativité dans l'innovation, on l'imagine au début, à la génération de l'idée. Alors, dans ce processus d'innovation, bien qu'il ne soit pas véritablement séquentiel, on identifie 5 parties. L'idéation, l'invention, le prototypage, la production, puis la mise en marché. Alors, quand vous placez idée, vous êtes à la première étape de l'innovation, au premier sous-processus de l'innovation. Je vous ai dit, moi, j'étais le comptable ici. Sophie, tu me relances? Oui, bien sûr. Ben, c'est parce que le mot idée, là, quand on le regarde comme ça, comme premier mot, comme idéation, on est comme dans le paradigme de l'idée, c'est que la conception, la genèse de tout ça. Alors que pour moi, ce qu'on disait tantôt, les idées, elles sont continuelles. On a continuellement des idées par rapport à toutes les phases, toutes les étapes. L'idée, ce n'est pas que l'idée de base. Dans tous les processus, Michel, que tu viens de nommer, que ce soit la commercialisation ou la production ou le prototypage, c'est vraiment il y a des idées à toutes ces étapes-là. Donc, le mot idée est très, très générique pour moi. Il y a vraiment des idées, on en a tout le temps. Il y a quelqu'un qui vient de dire, il y a l'interface dans le design. Hein? L'empathie. Ouais. C'est ça, on a une interface avec le client, on a une interface avec nos vendeurs, on a une interface avec nos fournisseurs. Hein? Fournisseurs de services peuvent nous dire, « Hey, écoute, sais-tu, maintenant, il y a une nouvelle technologie. » Puis ça peut générer des idées. Notre capacité à écouter l'autre, notre capacité à collaborer, c'est un lieu commun, mais je pense que ça vaut la peine de le répéter. Notre capacité à collaborer nous permet de construire de nouvelles idées. Puis je pense qu'en regardant tous ces mots-là, bon, nouveauté, imaginaire, difficile, ça c'est intéressant, tout à fait. Infini, imagination, flexibilité, cohérence, renouveau, liberté de penser, complémentaire, accomplissement, support. Tous ces mots-là sont tout à fait vrais et peuvent constituer, ce qui est intéressant de cette question-là, c'est quoi le lien entre créativité et innovation? C'est qu'il n'y en a pas de réponse. C'est que tous ces mots-là sont intéressants pour quelque chose. Tous ces mots-là sont intéressants dans leur façon de faire. Puis c'est la combinaison de tous ces mots-là qui nous donne la plus belle image de ce que c'est vraiment le lien entre créativité et innovation. J'ai envie de rebondir. Pierre, est-ce que tu veux y aller?
me lance. J'ai Non, envie non, de vas-y, je t'en rebondir prie, sur le Michel, mot je t'en prie. ciblé, le Mm. lien entre créativité et innovation, puis quelqu'un a utilisé le mot ciblé, il est en périphérie, là. Mais j'ai envie de revenir sur ce mot-là. C'est plus innovation que créativité, selon moi, sans vouloir faire une distinction trop forte. Mais dans le processus d'innovation, ce qu'on désire, c'est de développer un avantage pour l'organisation, un avantage compétitif. Alors, c'est certain que ce que nous allons tenter de faire, c'est de prendre les bonnes idées, prendre les bonnes inventions, les prototypes qui sont prometteurs, les produits qui sont intéressants, puis on va les mettre en marché. On va cibler notre action, on va orienter nos efforts pour maximiser. Tout à fait. Puis je trouve ça intéressant que les gens aient mis de ce que j'ai compris, bien sûr, de l'outil, plus le mot est gros, plus le mot a été mentionné. Ingéniosité, je trouve ça très, très intéressant que les gens aient mis ce mot-là. C'est souvent, on disait tantôt, hein, créativité, art, innovation, technologie, puis de voir le mot ingéniosité là, c'est hyper intéressant parce que justement, souvent, on a en anglais, le mot, c'est misconception. En français, on a toujours un peu de difficulté à le traduire, mais que c'est lié à l'intelligence, la débrouillardise, l'ingéniosité. C'est quelque chose qui est lié à l'intelligence plus qu'à la créativité. Donc, ça aussi, c'est un débat qui est intéressant à avoir. Mhm. Intéressant. Puis ça Effectivement. change, là, ça continue de bouger. Vas-y, Pierre. J'aimerais rebondir sur un autre mot également qui est liberté de penser. J'aurais été curieux d'avoir votre avis là-dessus. Jusqu'à quel point la créativité, l'innovation nous laisse cette liberté de penser? Est-ce il y a une limite? Est-ce qu'il y a une barrière à cette liberté de penser dans la créativité et l'innovation? Sophie, tu te lances ou j'y vais? Voici. Liberté de penser, c'est tellement important. Dans ma réflexion sur l'innovation, je me rends compte que le leader ou la leader dans l'organisation a beaucoup d'importance. La capacité de communication interpersonnelle, puis ça veut dire être capable de générer chez l'autre le goût de nous parler. Et ça revient à la liberté de penser. Dans une organisation, là, on peut se comporter en despote et dire, moi, je ne veux pas que mes collaborateurs pensent, ils sont là pour exécuter. Bien là, je viens de tuer la capacité d'innover. Comme leader, je dois laisser de l'espace, puis les gens doivent se sentir valorisés, puis on a le droit en réunion de dire des niaiseries, si vous me permettez d'utiliser le mot, récupérer ces niaiseries, puis derrière la niaiserie, là, il y a souvent quelque chose sur lequel on peut capitaliser. Mais ça, c'est pas facile à faire, puis ça se pratique. Donc, il y a quelque chose avec cette culture-là, cette compréhension-là de la liberté de penser, c'est pas que ce qui vient de l'extérieur non plus. C'est souvent, premièrement, nous, on s'auto-censure sur bien des choses. Hey, je ne vais pas dire ça d'un coup que j'ai l'air con. Ça arrive tout le temps. Ça arrive trop souvent. Ah non, mon idée n'est pas complète. Je n'ai pas tout réfléchi. Je ne vais pas la dire. Ou même de s'auto-dire, ouais, ça serait bon cette idée-là. Non, je ne vais pas la dire parce qu'il y a telle affaire qui ne marchera pas. Tous ces processus-là, c'est s'auto-empêcher la liberté de penser malgré qu'on y pense pareil. Là. Donc, on se donne, c'est la liberté de penser, mais de le partager aussi. Donc, je dirais plus que c'est se donner le droit de dire des morceaux d'idées ou des idées même qu'on pense être pas bons et potentiellement, c'est vrai que c'est pas une bonne idée. Je dis souvent à mes élèves, il n'y a pas de bonnes idées, il y a juste des meilleures que d'autres. Mais c'est une façon de dire que oui, c'est vrai qu'il y a des idées qui sont moins bonnes que d'autres, mais ça ne change pas que la moins bonne idée peut être l'élément déclencheur de la meilleure idée qui vient ensuite. Fait que c'est pour ça que, comme tu disais, Michel, il faut être capable de mettre sur la table plein de choses qui potentiellement n'ont pas rapport ou qu'on pense être pas bon et qu'on se donne le temps de les retravailler, de les réfléchir, de les laisser mûrir, de les continuer à les regarder. Et c'est ça qui n'est pas évident.
On est beaucoup dans un... Puis l'innovation, c'est pire parce qu'il y a de l'argent qu'il y a là-dedans. La créativité, on peut toujours aussi se dire, bon, ben peut-être que j'ai plus de temps. L'innovation, on dirait qu'il y a comme un deadline qui est encore plus important. Puis c'est là où on se dit, ben là, si j'ai passé 1 heure à faire une session d'idéation, puis que j'arrive à rien de concret au bout de la ligne, j'ai perdu mon temps. Alors que le processus créatif puis le processus réflexif demande de s'intégrer, de réfléchir, de revenir, d'y retourner, de le laisser suspendu pendant quelque temps. Imaginez, là, vous qui nous écoutez, on a eu des réunions de préparation, Sophie et moi, puis on se relance sans cesse. Alors, ça a duré plus longtemps que ce à quoi vous allez assister. Mais je reviens sur l'idée d'une demi-idée. Hein? Une demi-idée qui rencontre une autre demi-idée, puis là, ben, ça nous crée une vraie idée qui a du potentiel. C'est l'idée de Steven Johnson, hein, que vous pouvez retrouver sur TED. Faites TED, Steven Johnson, j'imagine qu'il y a des critiques et des choses favorables là-dessus, mais vraiment, c'est intéressant, un petit dessin bien simple pour comprendre que c'est avec l'ouverture que nous créons. C'est avec l'ouverture à l'autre qu'on peut innover. Puis j'ai envie de revenir sur l'importance de se donner un espace et l'importance d'accepter qu'une session d'idéation débouche sur rien. Parce que parfois, les idées sont longues. Hein? Eureka dans la baignoire, Archimède, là, c'est pas arrivé vraiment dans la baignoire. Darwin, il n'a pas imaginé tout à coup l'évolution. Quand on regarde ses cahiers, paraît-il, je ne l'ai pas regardé moi-même, mais dans les études, là, quand on regarde ses cahiers, là, pendant des années, il a essayé de construire cette idée. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans à développer une idée. Mais si je suis un homme d'affaires ou une femme en affaires, je veux développer mon idée rapidement, puis il y a des moyens d'accélérer, puis de choisir les idées qui seront plus rentables et facilement mises en œuvre dans sa propre organisation. Pas dans 3 mois, mais 6 mois, 1 an, puis trouver un retour sur le capital. Donc, il y a une chercheure que j'aime bien, qui était ma co-directrice de thèse de doctorat, qui s'appelle Mme Gabora, qui, elle, utilise le terme « half-baked idea ». Donc, des idées mi-cuites, donc qui sont en train d'avancer, mais qui ne sont pas encore tout à fait rendues. Ah, puis on pourrait garder l'idée hein, que c'est un gâteau mi-cuit. Hein. Chacun arrive avec son gâteau mi-cuit à la réunion. Moi, en tout cas, j'utiliserais ça si j'étais vous, là, ceux qui nous écoutez. Là, prochaine réunion, commencez en disant « Moi, je vous invite tous à présenter votre mi-cuit. Puis on va essayer de finir de le cuire ici, ensemble. » Et si on revient un petit peu à la prémisse du webinaire, créativité égale artistique et innovation technologique, pourquoi avoir choisi dans le titre du webinaire justement d'inverser les mots, d'avoir associé la créativité à la technologie et vice-versa? C'était vraiment pour justement titiller la curiosité des gens par rapport au fait que la créativité, normalement, c'est celle qu'on associe plus aux arts et l'innovation à la technologie, alors que les deux sont nécessaires dans l'un comme dans l'autre et ils sont potentiellement absents comme dans l'un comme dans l'autre. Il y a des arts, il y a des chansons, il y a des films, il y a des pièces d'art, il y a tout ce qu'on peut considérer dans l'art, évidemment, qui ne sont pas créatives. Puis des fois, c'est pas grave. Ça, c'est très important de comprendre ça aussi, là. La créativité n'est pas nécessaire partout, tout le temps. Honnêtement, ce serait difficile à gérer si tout le temps, essayait tout le temps d'être nouveau, différent, original. Ce serait trop de choses. Donc, des fois, quand il y a une recette qui fonctionne bien, là, ça y est, c'est l'heure du lunch, on va se mettre à parler que de métaphores de manger. Déjà, on est parti avec le mi-cuit. Des fois, il y a des choses que, quand la recette est bonne, ben t'as refait. Quand un beat est bon puis que la toune, tu l'aimes, ben, tu continues à la faire de cette façon-là. Quand l'histoire d'un film et quand les images d'un film, ça fonctionne bien puis que les gens trouvent ça beau, bien parfait, on refait cette même recette. Tout n'a pas besoin toujours d'être créatif. C'est trop... Déjà, ça demande trop de ressources, j'allais dire, c'est trop forçant. Ça demande trop de jus. Donc, on choisit les endroits, les tracks où on voudrait utiliser de la créativité, puis c'est pas nécessairement partout. Ça n'a pas besoin. Il y a des fois où c'est très réussi, même si la créativité, même si c'est à la mode actuellement, il y a des fois où c'est pas nécessaire, puis c'est intéressant de s'en rendre compte.
J'aime bien un commentaire d'un de nos amis auditeurs, je n'ai pas vu son nom, là, mais il dit un mi-cuit, c'est tellement bon, pas besoin de l'améliorer. C'est intéressant comme commentaire parce que c'est tout le choix que doit faire le gestionnaire ou la gestionnaire. Elle doit se dire, là, nous autres, un de mes exemples dans mon cours, c'est de l'emballage de portes, d'armoires de cuisine. Ça a l'air bien terre à terre, mais imaginez qu'on peut imaginer, on peut avoir une créativité là, puis une innovation. On améliore l'emballage, ça facilite le transport, ça facilite l'entreposage, ça facilite l'utilisation. On pourrait imaginer ça. Eh bien, on pourrait se dire, bien, ça marche déjà très bien, notre emballage. Pourquoi on changerait? Je reviens au propos de notre auditeur. Le mi-cuit, c'est déjà bon. Pourquoi l'améliorer? La question, c'est de dire, est-ce que maintenant, il y a un intérêt à l'améliorer? Est-ce qu'il y a une nouvelle technologie qu'on pourrait introduire? Est-ce qu'il y a une nouvelle matière? Est-ce que nos collaborateurs sont prêts à absorber ça? Parce qu'il y a une dimension aussi, dans le cas d'innovation, c'est la capacité d'absorber le changement. Parce que nos collaborateurs ne sont peut-être pas prêts à l'accepter, puis on pourrait avoir un échec dans l'innovation parce que nos collaborateurs ne sont pas rendus là. Et dans le même sens, en fait, on a l'impression que la nouveauté, c'est toujours, j'allais dire, c'est toujours quelque chose de nouveau. C'est pas exactement ça que je voulais dire, mais c'est pas obligé d'aller. La nouveauté peut être dans le recul aussi. Il y a beaucoup ça actuellement. Hein, comment est-ce que c'est pas obligé, on n'est pas obligé d'inventer les prochains écouteurs, les AirPods, là, puis ça va être quoi la prochaine fois? C'est quoi? Ça peut aussi être comment mieux faire ce qu'on fait déjà. Donc, ça aussi, c'est de l'innovation. Reprendre des choses, faire du re-engineering, donc retourner vers l'arrière puis dire avec moins de ressources, en polluant moins, en faisant ça, comment est-ce que je peux faire mieux ce que je fais déjà? Ça aussi, ça peut tout à fait être une façon d'être créatif ou d'innover que de revoir ses façons de faire. Ce n'est pas nécessairement de dire, là, je produis ça, je vais aller produire une nouvelle chose qui va utiliser de plus en plus de ressources et qui va faire que les gens vont jeter ce qu'il y avait déjà pour en acheter un nouveau. Et tu nous amènes sur le terrain de l'économie circulaire, qui est une source d'innovation. Regardons nos déchets, regardons nos processus, puis à chaque étape, il y a quelque chose à récupérer. Puis là, je ne suis pas un maniaque du développement durable, ce n'est pas là mon discours, c'est de dire qu'il faut chercher des sources d'idées où je peux améliorer mes processus, la créativité et l'innovation se trouvent là. Et c'est loin d'être une question simple. Trouver la question à se poser, trouver l'endroit où ce serait intéressant de passer du temps pour être créatif et donc potentiellement d'innover, j'allais dire, presque le nerf de la guerre. Il y a vraiment quelque chose. Puis ça se peut qu'on se trompe, puis ça se peut qu'on parte sur un truc, puis qu'on dise, ah ouais, on va essayer d'aller là, puis à un moment donné, on arrive au bout de la ligne, puis on dit, ah, c'était peut-être pas la meilleure vision. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant au départ de partir avec beaucoup de chemins possibles. De ne pas se limiter avec « Ah ouais, moi je pars sur un truc, puis ça, là, ça va être la chose. » On ne sait jamais ce qui peut arriver en cours de route. Donc, de partir avec un arbre d'idées, avec beaucoup de potentiel. Peut-être qu'éventuellement, on va même attacher ces potentiels-là ensemble pour en faire une seule et même nouvelle idée, ce qui est d'autant plus intéressant. Que de juste de partir avec un élément, ça peut tout à fait... Puis je me lance, je poursuis sur ce que tu dis. Alors, dans le cours d'innovation que je vais vous présenter, j'espère que vous allez tous vous inscrire là, à celui de créativité et à celui d'innovation. Mais regardez, il y a 12 grandes fonctions qui sont définies par l'OCDE pour les organisations. Fait qu'on on a 12 grandes fonctions. Puis là, sur l'autre axe, on a 5 éléments qui sont des étapes dans la créativité. Ça donne 60 cases à améliorer dans votre organisation. Laquelle des cases vous décidez d'investir? Dans laquelle des cases vous décidez d'investir pour maximiser, tirer le meilleur de votre équipe, de votre organisation, du marché. Puis ce que disait Sophie, c'est que tout ça est un arbre. Hein? On voudrait que ça soit sur un axe X, Y, à la rigueur Z, fait que là, on a 3 dimensions. Notre problème, c'est que c'est probablement 8 ou 10 ou 15 variables qui interviennent. Puis là, on est au-delà de notre capacité de le représenter graphiquement sur un papier, sur une diapositive, un PPT, un PowerPoint, mais ça nous appelle justement à être créatifs, inventifs, laisser de l'espace. On parlait tout à l'heure,
liberté de penser. Permettons-nous de parler. Sophie, j'aimerais rebondir avec le message de quelqu'un dans le chat là, qui dit la créativité est partout, tout le temps. Je suis moins en accord avec ce propos. Là, on va entrer dans une discussion intéressante. On l'avait tantôt avec Michel, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup de questions, on a moins de réponses. Ce qui est intéressant, ce que moi j'aime dans enseigner la créativité, c'est que ce que je peux faire, moi, puis bon, j'aime pas ça dire enseignant, professeur, guide, bon, je suis là pour échanger ce que moi j'ai lu, ce que moi je connais, la façon dont je l'ai vu, et d'échanger avec mes étudiants, peu importe à quel niveau est-ce qu'ils sont. On peut aller loin, puis moi, j'essaie de ne pas trop entrer dans le côté philosophique de la chose. C'est pour ça que j'utilisais le mot cognitif au départ, parce qu'on pourrait, des livres sur la créativité, là, il y en a, c'est le trou d'Alice au Pays des Merveilles. Là. C'est infini, le trou qu'on peut aller chercher, la littérature là-dedans. On pourrait aller jusqu'à se dire, tout est créatif ou rien n'est créatif. C'est un rapport avec ce que tu disais, Michel, tantôt, un dépanneur qui utilise un site Internet pour vendre ses choses. Lui, il ne l'a jamais fait. Pour lui, c'est une innovation. Pour lui, c'est potentiellement créatif de dire « Hey, un dépanneur va vendre son stock sur Internet », mais ça existe tellement déjà dans d'autres domaines. Mais il y a quelque chose de très de base avec ça, c'est qu'il ne faut pas se le cacher. Presque, je vais utiliser le mot presque parce qu'on n'aime pas ça être catégorique, mais presque tout existe d'une certaine forme ailleurs dans d'autres domaines, puis tout ce qu'on fait, c'est le transférer. Puis là, tout ce qu'on fait, c'est ça la partie créative. Prendre un ingrédient, on parlait de recette tantôt, prendre un ingrédient puis le changer pour un autre ingrédient, c'est-tu vraiment créatif? J'ai juste changé une affaire pour une autre, puis cette affaire-là, elle existait déjà, puis je fais la même recette. On pourrait se poser la question, il est où ce niveau-là de créativité? Il n'y en a pas de réponse. Il y aura toujours une partie de subjectivité X, Y, Z. Est-ce qu'on parle de la créativité pour la personne en elle-même parce qu'elle, elle ne l'a jamais faite? Est-ce qu'on parle de la créativité pour le domaine qui ne connaît pas ça? Est-ce qu'on parle de créativité pour une organisation? Est-ce qu'on parle de créativité pour le monde entier? Donc là, c'est un peu notre discussion de Big C, Small C qu'on avait tantôt. Puis là, après ça, c'est à quel niveau qu'on peut évaluer une créativité. Donc là, j'aurais pu faire ma thèse de doctorat sur l'évaluation de la créativité, juste ce sujet-là. C'est immense, ça aussi, de réussir à dire ça, est-ce que ça l'est ou est-ce que ça ne l'est pas. Fait que mon objectif, quand je fais un cours de créativité, c'est d'expliquer aux étudiants, aux apprenants, fais-toi ton avis, puis toi, définis, est-ce que toi, tu trouves ça créatif, oui ou non? Et si oui ou non, pourquoi? C'est quoi tes arguments qui, toi, t'amènent à dire, moi, je trouve ça créatif ou pas? Puis des fois, tu ne connais pas le domaine, tu vas dire, hey, c'est super créatif ça. Puis quelqu'un qui connaît le domaine fait, OK, nous, ça fait 5 ans qu'on fait ça, c'est pas créatif du tout. Donc, c'est vraiment cette différence-là de perspective. Puis quand toi, tu es capable de justifier, mais moi, je trouve ça créatif pour telle raison ou pas créatif pour telle autre raison, bien là, après ça, quand tu te l'es expliqué, c'est beaucoup plus simple d'arriver à le justifier ou à l'expliquer à quelqu'un d'autre. J'ai envie de rebondir là-dessus, Sophie, sur l'importance des questions sur les réponses. Et puis, si on veut faire de l'innovation, il faut avancer dans notre entreprise, dans notre organisation, en se demandant qu'est-ce qui pourrait être mieux, qu'est-ce qu'on pourrait récupérer de meilleure façon. Donc, on est dans l'esprit du chercheur scientifique, plus de questions que de réponses. Et puis, je vais aller avancer avec ce que tu dis, là, Sophie. Moi, je vous présente, il y a un instant, je vous ai présenté 5 éléments, 5 sous-processus d'un processus d'innovation. Cependant, nous savons que l'innovation n'est pas un processus linéaire. Fait qu'on fait le choix de découper le processus en 5 sous-processus qui sont artificiellement placés en ligne l'un derrière l'autre. Pour quelle raison? Pour la même raison que je parlais de l'arbre tout à l'heure. Je voudrais que ce soit en X et Y puis en Z, c'est-à-dire un graphique à la limite 3D, mais la réalité, c'est 8D, c'est 15D. Donc, je vais artificiellement créer un processus qui va nous aider à gérer notre innovation. Ce n'est qu'un guide, une aide.
C'est artificiel pour le moment, mais le processus est, dans les faits, itératif, avec des reculs, avec des retours. Puis des fois, la bonne idée surgit tout à coup, puis elle change tout. Je vais juste rebondir sur le chat, la personne qui avait écrit l'originalité. On parle plus d'originalité que de créativité. En fait, dans la définition que j'ai fournie au départ, puis celle qui est un peu dans la littérature, l'originalité, c'est un des critères pour définir la créativité. Donc, c'est un élément qui fait partie de sa définition. Donc, ça fait partie d'eux, mais ils ne sont pas deux choses différentes. Donc, l'originalité, c'est un des critères. Donc, il y a quelqu'un dans les mots tantôt qui avait écrit flexibilité. Donc, flexibilité, c'est un des critères pour évaluer, selon certains critères, la créativité. Donc, flexibilité, fluidité, originalité et utilité sont 4 critères qui sont souvent utilisés pour mesurer d'une certaine façon, jusqu'à un certain point, la créativité. Donc, c'est pas que d'être original, c'est aussi le nombre d'idées qu'on est capable d'avoir. Est-ce que ces idées-là sont utiles ou pas? Et l'utilité, soit dit en passant, c'est très large. Hein? Souvent, on entend utilité au sens très pratico-pratique, mais l'utilité peut être faire vivre une émotion. L'utilité peut être passer un message. Ça peut être toute forme d'utilité est bonne, pas que un clou et un marteau. Là. Quelle complexité ton domaine. Quelle complexité. Michel, Sophie, il nous reste une dizaine de minutes. J'aimerais qu'on ait le temps d'aborder la question suivante. Innover, être créatif, est-ce que ça s'apprend? J'aurais pas de job, hein? Ce serait compliqué, mon affaire. Donc, en fait, est-ce que ça s'apprend? J'ai souvent cette discussion-là avec les étudiants, les apprenants au tout début. Dans la littérature, il y a une explication sur le fait qu'on aurait une petite base génétique ou une petite base. On est avec, comme l'intelligence, et là, je me corrige tout de suite, là, on parle de l'intelligence dans le vieux sens du terme. Là. Quand on parle de quotient intellectuel, qui n'est plus la définition exacte, là, mais on s'entend, on parle de processus cognitif de base. Est-ce qu'on a une bonne mémoire ou pas? Est-ce qu'on a une bonne capacité de raisonnement ou pas? Est-ce qu'on a le sens du rythme ou pas? Est-ce qu'on a une bonne flexibilité? Donc, tout ça, on part avec une base. Puis après ça, ben, on est capable, en mieux la comprenant, en comprenant les petits comportements, les petits chemins de pensée ou physique. J'enseigne la danse aussi, donc c'est pour ça que j'ai des exemples de cet ordre-là. Est-ce qu'on est capable de travailler sur ces petits éléments-là pour devenir meilleur dans des comportements de fondement, si on peut dire, pour ensuite les mettre ensemble pour dire qu'on développe notre potentiel créatif. Si j'améliore ma mémoire, par exemple, ou si j'améliore ma capacité d'observation, bien, ça veut dire que j'ai travaillé sur des éléments qui favorisent la créativité. Si j'observe plein de trucs puis que je deviens un peu plus observateur de mon environnement, que j'accumule des petits morceaux d'informations dans mon cerveau, j'ai donc plus de possibilités pour faire des liens. Et si je me pratique à faire ça, bien, c'est là où on est capable d'améliorer la créativité. Donc, je dirais que c'est par la compréhension de comment la créativité fonctionne qu'on est capable de dire qu'on va aller améliorer notre potentiel créatif. Je vais reprendre une phrase de Sophie, ou enfin quelques éléments de ce qu'elle vient de dire. Le fait qu'elle a une expérience en danse, puis qu'elle dit qu'elle importe des dimensions physiques qui sont liées à la danse dans son explication de la créativité, je pense qu'on a là un exemple sur comment on peut générer des idées. C'est quand on prend quelque chose d'un autre domaine, on fait de l'hybridation, de l'essaimage. Hein? Et travaillons là-dessus. Là. C'est des belles options. Pardon? La dissociation. Oh, il va falloir que je cherche ça. Là, comme mot, je ne l'utilise pas encore. Merci, Sophie. Je reviens. L'innovation, est-ce que ça s'apprend? Bien, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut avoir des habiletés de communication interpersonnelle
monsieur, madame qui a créé son entreprise, qui l'a menée à bout de bras, qui a maintenant 30 employés, puis ça marche bien, bien, elle a eu une bonne idée au départ. Elle a été créative, elle a su mener quelque chose, puis elle s'est distinguée dans le marché. Il y a une part d'innovation là-dedans, c'est certain. Puis là, une fois qu'elle a eu cette part d'innovation, si elle n'a pas réfléchi elle-même sur la part d'innovation puis qu'est-ce qui l'a généré, ça se pourrait qu'il n'y en ait plus aucune autre. Ça se pourrait que ça s'arrête là. Elle va continuer à faire son entreprise, mais que l'innovation qu'elle soit peu présente dans son entreprise. Pourquoi? Parce que c'est elle qui pense, puis elle a une rigidité, ou il a une rigidité intellectuelle. Ça s'apprend d'assouplir notre intellect. Mais on dirait que dans l'esprit commun, c'est plus logique de penser que innover, ça s'apprend parce que c'est comme un processus qui a comme des étapes, alors que la créativité, c'est souvent plus vu comme un trait de personnalité. Tu es créatif ou tu ne l'es pas. Fait que le côté, est-ce que ça s'apprend? Alors qu'il y a des processus pour faire de la créativité, là, ça c'est certain. Donc, il y a des processus de base cognitifs, mais il y a aussi un modèle procédural qui Ouais. et plusieurs existent d'ailleurs. Donc ces deux choses-là vont ensemble. Je reviens sur mon exemple, on peut ne pas avoir de rythme, mais si on apprend la musique, puis si on comprend mieux c'est quoi, puis qu'on prend du temps pour des petits comportements, bien là, on peut développer cette facilité-là à mieux comprendre les rythmes et avoir le sens du rythme. Mm-hmm. Et si tu me permets, je termine sur l'apprentissage lui-même, la question de l'apprentissage, parce que c'est ça. Peut-on apprendre la créativité? Peut-on apprendre l'innovation? Bien, la question, c'est comment on apprend? Un humain, un adulte, ça apprend en partie en faisant, peut-être même plus qu'en écoutant. Puis en testant des choses, oui, c'est ça, mais souvent la thèse commune est de dire les adultes, après ça, je pense aussi que c'est le cas des enfants. Revenons donc sur l'apprentissage. On peut apprendre déjà nous-mêmes, vous-même qui nous écoutez, en regardant comment vous procédez. Observez-vous, comme si vous étiez en train, pour les garçons, en train de jouer au hockey, parce qu'il y a encore des équipes de hockey féminines, mais il y a encore plus d'équipes masculines. Vous jouez au hockey, puis vous observez en train de jouer au hockey. Alors, les deux choses à la fois pour créer un apprentissage, auto-apprendre. Et on ajoute à ça l'entraînement, puis c'est ce qu'on offre, nous, à Technologia, c'est qu'on va vous entraîner. Prendre votre part d'auto-apprentissage, puis ensuite vous donner un modèle pour vous entraîner. Donc, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Donc, c'est le fait de se rendre compte de comment on pense nous-mêmes. Donc, que ce soit en apprentissage, comment est-ce que j'apprends? Ah oui, moi, je suis bon à apprendre de telle façon, mais pas de telle autre façon. Donc, c'est la même chose dans tous ces comportements-là, de dire comment est-ce que moi, je suis créatif? Quelqu'un peut être plus créatif d'une certaine façon, dans un certain contexte qu'une autre personne. Il y a des gens, ça prend du temps. Il y a des gens, ça prend moins de temps. Il y a des gens qui ont besoin d'être un peu plus tout seuls devant leur feuille. Il y a des gens qu'il faut qu'ils parlent avec des gens. Donc, c'est dans ce développement-là ou cette prise de conscience-là de comment est-ce que nous-mêmes, on fait notre processus créatif et de se rendre compte que les autres ne le font pas comme nous. Et donc, de respecter dans un groupe d'idéation comment est-ce que les autres font leur processus de création ou d'idéation. Des fois, idéation, c'est vu un peu moins dramatique que création. Donc, le fait d'avoir des idées, ça se pratique. Moi, je pense, j'ai vu souvent ce processus-là d'avoir des idées un peu réduit à on s'assoit autour d'une table, on se regarde, on a des idées, brainstorming, voilà, qu'en pensez-vous? Puis là, on est comme devant une espèce de page blanche. Tout le monde, c'est souvent les mêmes personnes qui lancent des idées, puis les mêmes personnes qui disent pas grand-chose. Donc, il y a toute cette gymnastique-là d'idéation qui va avec le processus créatif, qui est à mieux comprendre, qui est à mieux pratiquer. Moi, je suis bien fan de dire c'est bien beau de passer un examen à la fin, mais si tu n'as pas pratiqué, tu ne peux pas devenir bon tout de suite. Ce n'est pas avec un cours de créativité pendant 4 heures, 8 heures le vendredi après-midi que lundi matin, tu reviens au travail et tu te dis bon,
tout le monde, je suis créatif, je vais vous montrer comment ça marche. C'est une compétence qu'on doit développer, qu'on doit pratiquer, qu'on doit s'approprier, qui demande plus de temps que de dire je vais aller faire une formation de quelques heures, une fin de semaine, puis je reviens, puis je sais tout, puis j'ai compris, puis je vais faire appliquer ça à mes équipes. C'est malheureusement un petit peu plus complexe que ça. Je veux revenir sur le processus d'idéation, sans élargir beaucoup, mais il y a toute cette question du brainstorming, toute cette question des échanges, de s'assurer que les gens qui ne prennent pas la parole la prennent parce que parfois, c'est eux qui se censurent et qui ont quelque chose d'intéressant. La moitié de l'idée est là dans leur tête, qui n'est pas encore mentionnée. Comment on va l'attirer? Puis tout ça, dans le processus d'innovation, processus d'idéation comme sous-processus du processus d'idéation, doit atterrir dans une fiche d'idée, une fiche idée, qui, elle, va servir d'intrant pour l'étape suivante, parce qu'on est vraiment dans un processus un peu bébête, là. On prend la fiche idée, puis là, on la met dans le processus d'invention. Puis là, on va aller perfectionner notre idée, décider de la protéger ou pas, choisir l'idée, puis ensuite passer au prototypage. Je m'arrête là sur la description, mais vous voyez qu'on peut prendre cet élément qui est la création, l'ajuster, le mettre en intrant de l'innovation, puis faire atterrir des choses très, très concrètes par l'apprentissage, l'auto-apprentissage, puis l'entraînement. Parfait. Super. Est-ce que Sophie, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions? Non, vas-y. Non, c'est bon. Ben, passons aux questions. Dans ce cas-là, merci beaucoup. C'était super intéressant en tout cas. Alors, à tous ceux qui sont avec nous, je vous invite à poser vos questions dans le Q&A si vous en avez. Et puis, nous en avons 2 actuellement. Alors, oui, la première question est assez intéressante. Ouais. Vraiment. L'innovation s'enrichit davantage dans un contexte incertain et ambigu alors que la créativité est plus structurée. Qu'en pensez-vous? C'est drôle parce que ça sonne comme contre-intuitif. Souvent, la créativité est vue comme le processus qui est incertain et ambigu, alors que le processus d'innovation est vu comme le processus plus structuré. Donc, c'est intéressant que vous ayez posé la question de cette façon-là. Je dirais que c'est un peu des deux. La créativité, c'est clair qu'un des facteurs, c'est la tolérance à l'ambiguïté. Il faut être capable de marcher sur des trucs qui sont plus ou moins clairs, les half-baked ideas, c'est ça qu'on disait tantôt, là, essayer des choses, prendre le risque de dire « ouais, celle-là, ça me semble bon, je vais l'essayer », puis de dire « bon, ben finalement, c'était peut-être pas la bonne, je vais essayer la prochaine ». Et je pense que pour ça, créativité et innovation se ressemblent quand même. Je reviens sur cette notion, cette question. L'innovation, est-ce que dans un contexte incertain et ambigu, elle est favorisée? Ça m'amène à aller un peu plus large que le contexte d'une organisation ou d'une entreprise qui veut innover. Quelle est la situation dans une société qui favorise l'innovation? Alors, c'est mon thème de doctorat, je vous l'ai dit au début, à dire comment je fais pour que les entreprises et les organisations aient envie d'innover? Bien, c'est justement en s'assurant que les gens peuvent entrer, que l'incertitude dans le marché des idées, des biens, des services soit là. La compétitivité nous aide à innover. Donc, je reprends votre question, puis je vous dirais, oui, l'ambiguïté et l'incertitude peuvent nous aider à innover. Ça nous provoque, ça nous oblige. J'ajoute à ça l'appétit pour développer un avantage concurrentiel, un avantage compétitif. J'aimerais, tu posais tantôt, Pierre, est-ce que j'avais d'autres... J'ai vu passer dans le chat quelqu'un qui parlait de Think Outside the Box. Donc, je suis retournée lire le commentaire, puis c'est effectivement, je dirais, la top numéro 1 expression qu'on utilise d'habitude, n'est-ce pas? Penser en dehors de la boîte. Et je ne dis pas que ce n'est pas correct de l'utiliser, je dis juste qu'il faut l'utiliser en comprenant. Et la personne qui a fait le commentaire avait l'air de l'utiliser de la bonne façon. C'est-à-dire que la réponse n'est déjà, c'est où l'extérieur de la boîte? Là? Déjà, il faut se poser une bonne question. Mm-hmm. Et des fois, l'extérieur de la boîte versus l'intérieur de la boîte, ça peut être intéressant aussi. À l'intérieur de la boîte, il peut y avoir souvent beaucoup de questions. Puis
j'ai pas de réponse exacte, mais je donne toujours l'exemple de Apollo 13 quand ils versent la boîte de stock sur la table puis qu'ils disent aux gens, là, c'est ça qu'ils ont en haut, trouvez-nous une façon de faire fonctionner ça. Fait que ça, c'est-tu réfléchir à l'intérieur ou à l'extérieur de la boîte? On est à l'intérieur parce qu'on a vraiment des contraintes très, très, très particulières, mais on est aussi à l'extérieur parce que ce qu'on essaye de faire, c'est des choses différentes avec ce qu'on a déjà. Donc, c'est juste d'être conscient de l'ampleur de ce que ça veut dire penser à l'extérieur de la boîte ou think outside the box. Ça implique plein de choses différentes. Puis des fois, la réponse est à l'intérieur de la boîte et à l'extérieur de la boîte. Il faut juste connaître la boîte. Puis, j'aimerais juste rajouter, excuse-moi Michel, rapidement, Sophie, par rapport à cette expression-là, justement, que penser en dehors de la boîte, ça veut dire qu'il y a boîte et qu'il y a des limites, il y a des barrières. Si on prend l'expression, ça veut dire qu'on imagine une boîte et que peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'imaginer une boîte finalement, qu'il n'y en a pas de boîte. Bien, il y en a toujours une boîte, dans le sens qu'il y aura toujours des contraintes. Je veux dire, mettons qu'on pense au Cirque du Soleil, la gravité, c'est comme quelque chose d'un petit peu difficile à dire que ça n'existe pas. Oui. Elle est là, puis il va falloir aller jouer avec cette gravité-là. Cependant, effectivement, ton point est excellent. Les contraintes sont là pour nous aider à faire fi de ces contraintes-là ou de jouer avec ces contraintes-là. Donc, la boîte, ce sont nos contraintes, c'est avec le matériel avec lequel on joue. Mais là, est-ce que la réponse est à l'intérieur ou à l'extérieur? Mais ce qui est important, c'est de comprendre, comme tu dis, cette boîte-là, elle est faite comment et avec quoi? J'aime bien cet exemple-là du Cirque du Soleil, quand ils ont fait le spectacle haut, puis qu'ils ont une contrainte, c'est que les humains ne respirent pas en dessous de l'eau. C'est plate, mais on n'a pas de branchies. C'est une contrainte, on ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, ben coudonc, on ne peut pas les faire remonter, ben on va amener l'oxygène en dessous. Donc, les artistes sont dans l'eau avec des masques comme pour de la plongée sous-marine, puis ils attendent leur tour dans l'eau, ils respirent, ils attendent leur tour et ils remontent par la suite. Est-ce que c'est créatif ou pas? Ben, on peut se poser la question. À mon sens, à moi, pourquoi pas? C'est d'avoir utilisé les outils que l'on a pour respirer en dessous de l'eau. En même temps, les gens qui font de la plongée sous-marine, ça existe depuis vraiment longtemps. Est-ce que c'est réellement créatif? Ben, si on pense qu'on a pris quelque chose d'un autre domaine pour l'amener dans ce domaine-là, puis que c'est la première fois qu'on l'a déjà fait, ben, au sens de créativité, certainement que c'en est un exemple. C'est certainement une innovation. Vas-y, Michel. C'est certainement une innovation. Alors, je ne me pose pas la question si c'est une créativité, mais c'est une innovation. Ça leur permet de mettre en marché un produit, un service qui est très prisé par ailleurs, ou qui était très prisé par ailleurs, je ne sais plus quelle est leur situation. Revenons sur la notion de la boîte. J'aimerais vous amener plutôt sur nos liens neuronaux, nos connexions au sein de notre cerveau. Voyons la boîte comme des connexions habituelles au sein de notre cerveau. Alors, ce qu'on doit faire, c'est d'essayer de rendre notre cerveau le plus ridé possible, avec le plus de lignes possibles qui s'entrecroisent. Puis quand il y a un ride, quand il y a une ligne, notre cerveau a tendance à suivre cette ligne. Penser à l'extérieur de la boîte, c'est de se dire, et si je n'utilisais pas la ligne habituelle? Mais ça, c'est compliqué, Michel. Ah oui, tout à fait. On peut le dire, on peut l'espérer, mais côté opérationnalisation, pratico-pratique, c'est comme dire à quelqu'un, pense à ce que tu ne penses pas d'habitude. Oui, bien, merci, mais je ne le sais pas, c'est à quoi je ne pense pas d'habitude. Me permets-tu de faire, parmi les trucs, puis il y en a plein de trucs, là, comme par exemple, on regarde de côté, là, oui. de trucs, là. Oui. Puis, moi, je vais vous dire, l'un de mes trucs, parce que je donne des cours, je fais des formations, des consultations, ce que je fais, c'est qu'après avoir commencé par le début, le texte, je reviens au milieu, puis je construis le milieu. Puis après ça, je laisse ça de côté, puis je reviens par la fin. Puis là, je fais des croisements. Je m'assure de m'exposer au plus de stimuli possible, de telle sorte que ça va m'obliger à aller au-delà. Mais il n'y a pas de recette magique, là. Tu as raison, Sophie. Il n'y a pas de recette magique, mais au moins avoir la conscience que ce qu'on pense généralement, ça ne sert pas à tout. Et mon point, c'était qu'il y a des outils. Donner la consigne, pense à ce que tu ne penses pas d'habitude. Si tu n'ajoutes pas
comme tu viens de dire, moi, je joue avec mes étudiants. On joue à des jeux qui ne sont pas des projets, qui ne sont pas des périodes d'idéation, qui sont que joués pour le principe de changer, de se rajouter des rides, comme tu dis. Donc, on utilise des images, on utilise des dessins, on utilise des mots. À chaque cours, je commence par une période de jeu pour qu'on partage ensemble cette faculté-là de dire, bon, ben moi, je voyais cette image-là comme ça avant, puis là, l'autre, il me fait, ah, ben j'avais pas vu cette image-là comme ça, fait qu'on le pratique, socio-constructivisme, on parle ensemble, on se donne des nouvelles pistes. Donc, il y a des outils pour le faire, pour le pratiquer, et pas que dans le contexte où on en a besoin. Ouais. Et c'est ça qui est important. Quand les joueurs de soccer ou les joueurs de hockey ou les danseurs de ballet, ils veulent apprendre leur sport, ils ne font pas que apprendre le lac des cygnes. Moi, je pourrais vous montrer le lac des cygnes demain matin, mais si vous ne savez pas ce que c'est un plié, un tendu, un élevé, un bras en 5e position, ça va être beaucoup plus compliqué puis beaucoup plus long, puis la technique ne sera pas là. Donc, c'est un peu le même principe. Les joueurs de hockey, ils ne font pas que des parties. Ils apprennent à patiner plus vite, ils apprennent à faire à jongler avec la rondelle, ils apprennent plein de mouvements de base. Réduire notre rigidité. Hein? On a une rigidité mentale, c'est normal, on finit. Comment on va faire pour assurer la flexibilité, la souplesse de notre esprit? Il y a une dernière question, Pierre. Est-ce qu'on est capable de traiter la dernière question? Oui, il y en a une et il y en a une autre dans le chat aussi que j'aimerais vous poser juste après. Oui. Alors, la créativité ou l'innovation n'existerait qu'a posteriori, après évaluation des impacts. J'y vais? Alors, ben, ce que j'allais dire, c'est qu'on dit souvent en gestion, en management, que la stratégie, c'est quand on regarde dans le rétroviseur et on dit « j'avais une stratégie ». C'est un peu ça l'idée qui est derrière cette question. Mais je ne suis pas en accord. Désolé, cher auditeur. L'innovation, on peut faire un effort particulier pour créer une innovation, se mettre en ligne et dire c'est dans cette direction qu'on va. Par exemple, quand on s'est dit, quand quelqu'un s'est dit, il faudrait pouvoir écouter de la musique en marchant. Puis ils ont créé le Walkman. Puis il y a quelqu'un qui s'est dit, ouais, mais le Walkman, ça me donne juste 50 ou 30 chansons. Je trouve que c'est trop réduit. Je voudrais avoir quelque chose d'autre, c'est le iPod. Puis là, j'ai des MP3. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais tant qu'à être connecté là, avec mon cellulaire, je pourrais intégrer le iPod dans le cellulaire, puis comme ça, ben, je serais en ligne, puis je pourrais écouter ce que je veux, puis des conférences, puis tout ce que je veux. Fait que c'était possible pour quelqu'un de dire, je m'en vais dans cette direction-là parce qu'il y a un besoin auquel je peux répondre. Je suis capable de l'identifier. Mon fournisseur, mon client, mon équipe de vente, mon technicien sur le plancher, ma technicienne sur le plancher m'a dit quelque chose, puis il y a une source là qui va me permettre peut-être de me distinguer sur le marché. Peut-être que la seule chose que je pourrais poser comme question en retour, c'est a posteriori, est-ce que ça a là un laps de temps, ça? A posteriori, c'est-tu dans la minute suivante, dans l'heure qui suit, dans la semaine qui suit, dans l'année qui suit, dans la décennie qui suit? Donc, c'est sûr qu'il faut un moment pour dire est-ce que mon idée elle est ou elle était créative. Et là, ça, je pense que ça a rapport aussi avec le niveau dont on parle depuis un peu le début. Là. Est-ce que c'est un changement? Les Big C, les changements de paradigme, ça, je suis d'accord que c'est potentiellement a posteriori qu'on les voit plus. Parce qu'un changement de paradigme, ça peut prendre un peu de temps, puis on voit à quel point ça a changé nos façons de faire. Donc ça peut prendre un peu plus de temps. Mais sinon... effectivement, la perspective de l'évaluation est toujours une perspective qui est complexe à définir. OK, merci. Puis, dernière question, avez-vous des conseils concernant les processus d'idéation dans une équipe intergénérationnelle? Oui, j'ai vu ça passer. C'est intéressant parce que c'est une situation parmi des tonnes. C'est-à-dire que ça peut être ça peut être gars-fille, ça peut être boss-employé, ça peut être aussi, l'âge c'en est un évidemment, mais ça peut être l'emploi, ça peut être toute forme, puis même des gens qui semblent être
du même âge ou de la même compagnie ou du même background, ils ont tous un bagage personnel très différent qui fait qu'au sein d'une idéation, il y a toujours un volet, vous le savez, vous avez tous vécu ça à un moment donné ou à un autre, là, vouloir donner une idée qui va un peu faire transparaître votre personnalité que peut-être que les gens ne savaient pas avant. En tout cas, moi, je peux vous dire que quand je joue avec des étudiants, ça paraît tout de suite. Quand les idées qu'on lance, on a l'impression de dire « Oh mon Dieu, j'ai-tu vraiment dit ça? » Donc, il y a des aspects de notre personnalité, que ce soit notre âge, notre nationalité, qui font que chaque moment, chaque groupe d'idéation a des challenges vraiment différents. Donc, le fait de comprendre le processus créatif et de mieux connaître les gens avec qui on va faire cette idéation-là, pour moi, il n'y a pas de... Moi, personnellement, j'ai pas de conseils particuliers pour des intergénérationnels parce que ça peut aussi dépendre du contexte, du sujet. Peut-être qu'il y a des intergénérationnels où l'idéation va se faire hyper facilement parce que le sujet de l'idéation va amener une collaboration presque immédiate, alors que dans d'autres situations, c'est là que ça va créer le gap entre les deux. Diversité comme étant un intrant essentiel dans l'innovation et la créativité. Je pense que là, les deux se rejoignent. La diversité dont tu as parlé, Sophie, dont notre auditeur parle, diversité de génération, mais la diversité, tu as parlé de nationalité, la diversité culturelle, qui est un peu plus large que les nationalités. Là, il y a plusieurs dimensions culturelles. Comment on fait? Bien, si vous me demandez un conseil direct, je vous dirais, lisez sur la dynamique de groupe. Et il y a 3 tensions dans un groupe que je vais nommer ici, puis là, ça va vous inspirer, vous ferez des Google, vous allez trouver des choses. La première tension, c'est la tension primaire. Est-ce que je reconnais à tous le droit d'être assis à la même table que moi? Assurez-vous que tout le monde se reconnaît. Assurez-vous que tout le monde sent le droit de prendre la parole. On parlait de l'autocensure, là. Deuxième élément, la tension secondaire. Est-ce que quand je dis, je vais encore utiliser mon mot niaiserie, quand je dis une niaiserie, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de me mettre dehors, là, qui veulent que je sorte de la table, ou est-ce qu'ils acceptent que je sois différent d'eux? Niaiserie étant quelque chose de saugrenu, de différent, auquel je n'avais pas pensé. C'est la tension secondaire. J'accepte que l'autre soit différent de moi. J'accepte ses différences, ses défauts. Je les intègre à mon équipe et je me dis, oh, ça fait partie de la diversité. Puis la troisième tension, c'est la tension tertiaire, bien sûr, c'est celle qui fait en sorte qu'on crée un groupe, on fusionne. Parfois, d'ailleurs, ça peut même être un problème. On cesse d'être ouvert sur l'environnement, on cesse de recevoir l'écho du monde extérieur. Alors, à la deuxième tension, c'est là que le groupe intergénérationnel, interculturel, peu importe les inters, c'est là qu'il devient productif. C'est quand on accepte la différence de l'autre, la niaiserie qu'il aime dire. Et dans les processus créatifs, on peut peut-être terminer là-dessus, dans les processus créatifs, les idées, c'est reconnu ou de dire un groupe diversifié va potentiellement avoir des meilleures idées plus riches parce qu'ils sont différents des autres et ils vont se nourrir, je vais utiliser mon premier mot, se nourrir les uns entre les autres. Par contre, c'est là où il y a le plus de chances d'avoir de confrontation. Parce que les gens ont des opinions différentes. Puis là, ils vont dire « Ouais, t'aimes pas mon idée, tu penses pas comme moi. » Puis là, il va y avoir de la confrontation. Mais c'est ça qui fait des idées, si on est capable de gérer ça, les plus riches. Alors que dans les groupes où tout le monde est un peu en symbiose, tout le monde est comme « Ouais, super bonne idée! » Puis tout le monde part avec la même idée parce que tout le monde est d'accord. Puis là, c'est comme « Ah ouais, on travaille bien ensemble, on a des bonnes idées. » Mais dans le fond, on fait juste suivre. Puis il n'y a pas d'enrichissement. On part avec une idée, tout le monde est d'accord. Ouais, ben attends un petit peu là, peut-être qu'on pourrait essayer de la pimper d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être pas une seule bonne idée. Donc ça, c'est vraiment 2 dynamiques différentes auxquelles il faut réfléchir dans un processus d'idéation. Je ne veux pas te faire de compétition, là, mais l'éloge du dissensus. On fait l'éloge du consensus, mais avant d'arriver au consensus, assurons-nous que tous ceux qui voulaient s'opposer se sont opposés. Éloge du dissensus. Je m'arrête avec ça.
Parfait. Ben, merci beaucoup. En tout cas, je pense qu'il va être le temps de se quitter. Merci Sophie, merci Michel pour toutes ces belles réflexions, puis encore plus de questions. C'est parfait. Pour ceux qui sont encore là, je vous rappelle juste que vous allez recevoir un courriel demain avec la possibilité de revoir la conversation et puis de consulter les 2 cours en création et innovation de Sophie et Michel chez Technologia. Voilà. Puis merci beaucoup de Merci votre beaucoup, Michel. participation. Merci beaucoup, Pierre. Au revoir.